Bonjour à tous. On va vous présenter avec Jean-Pierre la partie traditionnelle réalisée entre Mairie des Lilas et la future station Serre-Gainsbourg. Je vais rappeler très rapidement le projet puisque ça a déjà été deux fois. Ensuite, les études d'exécution qui ont été réalisées pour justification géotechnique du soutènement. Présenter le suivi des travaux qui est réalisé d'un point de vue géotechnique. Et ensuite, on va vous présenter une première rétroanalyse entre les mesures réalisées in situ et les prévisions qu'on avait réalisées aux études d'exécution. Je passe très rapidement. On est concerné par la première phase du prolongement de la ligne 11, donc entre Mairie des Lilas et Irony-Bois-Perrier. Et en particulier, dans cette présentation, on s'intéresse au lot réalisé en traditionnel, qui concerne 250 mètres de tunnel entre l'actuel atelier de maintenance de Mairie des Lilas, situé en arrière-station de la station, et la future station Serre-Gainsbourg. Donc ce lot est réalisé par le groupement SPI-Batignolles Parange, sous maîtrise d'œuvre RATP, et le coût de l'opération est de 20 millions d'euros. Terrasol assure la mission géotechnique G3, donc pour les études d'exécution pour le soutènement, et le suivi géotechnique in situ. En ce qui concerne les délais, il y en aurait démarrage des travaux au 16 octobre 2017, une première phase de travaux d'injection entre mars et avril 2018. Le démarrage du creusement a été réalisé au mois de mai 2018. Et très récemment, on vient de terminer une partie du tunnel en direction de l'atelier de Mairie des Lilas. Et la mise à disposition du tunnel pour le Louvois est prévue mi-février 2020. Pour le contexte géotechnique, on est situé entre les Lilas et Romainville, donc dans le plateau de Romainville. Dans le contexte du plateau de Romainville, on est intéressé principalement par les calcaires de Brie, les argiles vertes de Romainville et les marnes de Pantin. Donc, il y a une campagne de reconnaissance géotechnique assez fournie qui a été réalisée, et notamment un puits et une galerie d'essai qui vont constituer l'ouvrage définitif Calmette et qui constitue aujourd'hui le puits d'accès, le puits d'attaque du tunnel, et également la descalation des débits. La stratigraphie typique du plateau de Romainville avec les remblais, les monts des plateaux, calcaire de Brie et les argiles vertes et les marnes de Pantin dans lesquelles s'inscrivent le tunnel, et les marnes d'Argenteuil en dessous de l'Oradie. D'un point de vue hydrogéologique, on a la nappe des calcaires de Brie au-dessus du tunnel et la nappe des marnes de Pantin affleurante en radier. En ce qui concerne le contexte, on est quand même situé dans un milieu assez urbanisé. On a des tours de 18 étages et des pavillons de part et d'autre du tunnel qui lui-même est situé sous la voirie. Le tunnel fait 250 mètres et constitué de deux sous-tunnels, on va dire, réalisés depuis le rameau d'essai Calmette. D'un côté, on a 90 mètres de tunnel en direction de l'atelier maintenance existant, et de l'autre côté, 150 mètres de tunnel en direction de la future station Serre-Gainsbourg. On est aussi relativement superficiel puisque la couverture se situe entre 8 et 13 mètres, d'où l'enjeu majeur du projet qui est l'étassement et le respect des tassements et des avoisinants. Donc pour cela, il y a des seuils trois niveaux de seuil qui ont été définis au marché et qui déclenchent des mesures ou des actions spécifiques si elles sont dépassées. Je laisse savoir là Jean-Pierre qui va vous présenter les études. Bonjour. Ouais, donc les études qu'on a fait en phase d'exé avant de commencer le creusement, notamment on avait à justifier le tunnel, dimensionner les soutènements, le soutènement, et estimer les tassements qu'on a dit c'était un des enjeux principaux du projet. Bon, ici les paramètres géotechniques du cahier B, qui était basé sur les résultats des essais pressiométriques, sur les essais laboratoires, notamment le triaxe, et le REX qu'on avait sur le puits et la galerie Calmette. Donc on a dit le tunnel du GC03 ça a été excavé principalement dans les argiles vertes,
avec sous la tête le calcaire de brie et sous les pieds, et dans les pieds les marnes de pantin. On peut observer des modules court terme relativement faibles. Tac. On s'est attaqué d'abord au pré-soutènement, qui était composé pour ce chantier par une voûte parapluie et du boulonnage au front. Pour la voûte parapluie, on a adopté une méthode assez simple analytique qui nous a mené sur des tubes pétroliers de 119 espacés de 40 cm, une longueur de 16 mètres et 12 mètres. On s'arrêtait chaque 12 mètres pour renouveler la voûte parapluie. Ensuite, il y avait le boulonnage au front, que dans un cas comme celui-là, donc on a une faible profondeur dans un massif qui est déformable. C'est lui qui va, c'est notre volet pour pouvoir diminuer et lutter contre les tassements. Donc on avait deux objectifs, une c'était la stabilité bien sûr de l'ouvrage et l'autre c'était le respect des tassements. Donc on a adopté des méthodes plutôt analytiques simples pour étudier le besoin d'une pression de stabilisation. Et ensuite, pour ce qui concerne les tassements, on a adopté des méthodes 3D simplifiées en déformation du coup, qui nous ont permis d'étudier l'impact de la densité du boulonnage vis-à-vis des tassements, notamment d'obtenir des courbes de profil le long du tassement en fonction de différentes densités et choisir une certaine densité pour le projet. Donc là, on est tombé sur une densité de 0,6 boulons par mètre carré pour les argiles vertes, un peu moins par les marnes de pantin, et c'était des boulons en fil de verre classique de 17 mètres, avec une rouée chaque 12 mètres, donc 5 mètres de recouvrement. Et on verra ces courbes-là ont été aussi utiles ensuite pour la phase de suivi du chantier. Il nous restait les justifications du soutènement, composées par des HB 180 et 5 plus 18 cm de temps projeté. Et pour ça, on a adopté des méthodes plutôt classiques, donc un bidimensionnel, sur différentes sections du linéaire, qui nous a amené à justifier ces centres. Donc je redonne la parole à Charline qui a suivi le chantier, beaucoup plus que moi. Donc, concernant les méthodes d'exécution, comme Salim l'a dit, il y a une première phase de réalisation des pré-soutènements, donc foration des voûtes parapluies et boulons fil de verre renouvelés tous les 12 mètres. Ensuite, on passe au cycle d'excavation soutènement avec une première phase d'abattage du front, donc en pleine section, sachant que la section fait en moyenne 75 mètres carrés. Donc excavation à la pelle mécanique avec un outil BRH ou fraise. Ensuite, l'excavation des déblais classiquement à l'aide d'un charge-roule et d'une benne remontée avec une grue à tour, par donc le puits calmette. Ensuite, une fois que le fond est tombé, on vient réaliser une première couche de béton projeté de confinement, donc béton projeté fibré sur 5 cm d'épaisseur pour protéger le fond, la voûte et les parements. Ensuite, on vient poser les éléments de cintre, le cintre complet, donc composé de 8 éléments de cintre. Et enfin, on vient bloquer le cintre avec un béton projeté fibré, toujours donc de 18 cm entre les cintres. Donc on a deux cycles qui se superposent, donc le cycle de pré-soutènement qui est renouvelé tous les 12 mètres et le cycle d'excavation soutènement qui est réalisé en une passe par jour en 2 postes de travail. Concernant la géologie rencontrée, on fait un relevé de fond tous les jours pour vérifier que la géologie est conforme à ce qu'on avait prévu. Et effectivement, donc on retrouve les belles argiles vertes avec le faciès des marnes à sirène en partie inférieure, c'est environ 1 mètre, quelques niveaux carbonatés, limoneux dans les argiles vertes, mais globalement les argiles sont bien raides et sont peu humides. Et en partie inférieure, donc les marnes de pontin. Ce qu'on a observé sur pratiquement tout le linéaire du tunnel excavé, c'est que l'interface argile verte marne de pontin a été retrouvée entre 30 cm et 2 mètres au-dessus du profil théorique, donc ce qui est plutôt favorable compte tenu du fait que les marnes de pontin ont a priori des caractéristiques meilleures que les argiles vertes. Donc, sur site, il y a des petites adaptations de la méthode de creusement, notamment l'angle de tir de la voûte parapluie qui a été passé de
4 degrés, ce qui était prévu initialement à 8 degrés, donc en raison de contraintes de gabarit de machines de forage. Et ensuite, on verra tout à l'heure que le respect des... Globalement, les seuils de tassement ont été respectés et les conditions de creusement ont été bonnes. Du coup, ça nous a permis d'optimiser un peu l'espacement des cintres sur une partie du tunnel. Donc la partie qui va vers la station de Sargensbourg. Donc on a augmenté l'espacement des cintres, on est passé de 1 mètre à 1 mètre 1. Donc on a le tunnel et les avoisements sont très très bien auscultés sur ce tronçon sur ce projet. Donc on a une batterie de cibles en surface, en voirie et sur les bâtiments situés de part et d'autre du tunnel. Et là, les tassements en plan sont représentés. Donc globalement, les tassements sont inférieurs à 15 mm avec des tassements un peu plus prononcés autour de l'ouvrage Calmette. L'analyse qui est faite sur l'auscultation quotidienne, donc on représente le tassement des cibles bâties en voirie en fonction du temps et de l'avancement du tunnel que vous voyez en rouge. Ce qu'on observe, c'est que on a une tendance au tassement avérée pendant les phases de creusement. Pendant les paliers, donc, qui correspondent aux phases de mise en place des pré-soutènements, on observe également une tendance au tassement qui est un peu plus lente et parfois on observe même un peu de soulèvement pendant l'injection et la foration des pré-soutènements, ce qu'on fore à l'air dans les argiles vertes. On effectue également une représentation en fonction de la distance au front, donc c'est les courbes du bas qui nous permettent d'observer en fait les tassements, l'allure des tassements à 20-10 mètres à l'avant du front et les comparer aux courbes de seuil de pilotage qu'on a tracées, qu'on a déterminées à partir des calculs numériques 3D. Et ça nous permet éventuellement d'agir sur le pré-soutènement qui a un rôle majeur dans la maîtrise des tassements. Et donc ces seuils aujourd'hui, du côté du tunnel en direction de Mairie des Lilas, ont été très bien respectés, comme on peut le voir sur ces graphiques. On a également une auscultation en forage, donc du massif, avec des inclinomètres et des extensomètres de forage. Et on voit bien sur la première courbe à gauche que l'essentiel des tassements se produit dans la couche des argiles vertes, qui sont plus ou moins dissipées dans les couches sous-jacentes. On mesure également l'extrusion du front à chaque passe. Et donc l'extrusion cumulée qu'on observe est de l'ordre de 10 mm et constante à chaque passe, donc c'est conforme à ce qu'on pensait obtenir. On a également des sections instrumentées au niveau des cintres, donc des mesures de convergence, des mesures de cordes et des jauges de déformation installées sur les cintres à l'intrado et à l'extrado. Et on voit bien qu'on a une première phase de compression des cintres assez rapide et ensuite un ralentissement et puis une stabilisation en fonction de l'avancement du fond. Donc maintenant que les choses sont faites du côté mes ateliers de Lilas, ça vaut la peine de comparer ce qu'on avait prévu à ce qu'on a mesuré. C'est toujours intéressant. Et donc, comme a dit Charline, de ce côté-là, mis à part une zone tout autour du puits où ça a tassé un peu plus, on a eu une réaction du massif assez homogène. En bleu, vous avez les tassements mesurés par rapport à la distance de l'axe. Si on fait passer là-dedans une cuvette de PEC optimisée, donc on a un tassement plutôt maximal de un peu moins de 2 cm. Et après, voilà, c'est intéressant de la comparer à celle qu'on avait calculée en phase d'étude sur la base des paramètres géotechniques qu'on avait. Et c'est l'autre courbe. Donc, vous avez vu qu'on avait un tassement un peu plus fort.
pas mal. Donc là, on a un peu moins de 3 cm, et là, un tassement maximal qui est un peu moins de 2 cm. Donc bien sûr, aussi en termes de largeur de la cuvette, on avait une largeur de cuvette plus large, un peu moins que le double prévu par rapport à celle qu'on a mesurée. Ce qui est intéressant, c'est qu'un tassement différentiel, l'ordre de grandeur est le même entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a calculé. Et dernière chose, c'était si on regarde le pourcentage entre le tassement passage du front et le tassement finalisé, stabilisé, on a un ordre de grandeur mesuré sur site entre 60 et 70%. Et ce qu'on avait obtenu avec les modèles 3D, où on mettait les boulons, c'était pas loin de ça, on était à 70-75. Donc, étant donné qu'on voit qu'on a quand même un tassement mesuré qui est plus faible que celui calculé, on a commencé tout juste de faire une première rétroanalyse en 2D, pas en 3D pour le moment. Et les calculs montrent que ce n'est pas un problème de résistance du matériau, mais plutôt un problème de déformation. Donc on a joué probablement sur les modules, et qui probablement est un peu sécuritaire. Et en augmentant de 50% le module des argiles et celui du calcaire de brie qui est sur la tête, je pense qu'il était un peu sous-estimé, surtout la partie inférieure, on obtient une cuvette, c'est la noire en trait d'union qui se cale pas mal à celle mesurée. On avait aussi, comme a dit Charline, mis en place des sections instrumentées avec des jauges de contraintes sur les centres. Si on prend la deuxième section, qui est hors effet de calmette, de la grille calmette, et on a obtenu dans les deux pieds droits des contraintes de compression plutôt plus fortes à l'extrados, de l'ordre de 70-15 à 90 MPa et 40-65 MPa à l'intrados. Et si on compare ça aux résultats des études d'exé en 2D, déjà on a toujours de la compression, et les valeurs aussi calculées étaient pas mal par rapport à ce qu'on a mesuré. Ce qui confirmerait plutôt le choix du taux de confinement qui avait été pris en compte. Donc pour conclure, dans les études d'exé, c'est stupide de le dire, mais c'est toujours bien d'utiliser tout ce qu'on a dans les mains, donc des approches simples jusqu'aux approches un peu plus sophistiquées. Donc notamment dans ce cas-là, les approches 3D avec le boulonnage au front, ça a été très utile pour choisir la bonne densité et avoir des courbes de profil de tassement en fonction des distances au front qui ensuite ont été même réutilisées pour placer les seuils de déformation. Le Rex, donc sur site, moi je parle on a vu une géologie à front favorable parce qu'on avait plutôt moins d'argile verte que ce qu'on avait prévu, ce qui pourrait en partie justifier l'écart entre les tassements calculés et ceux mesurés. Devenu d'eau très faible dans les marnes de Bantin. Un front de taille stable, globalement stable, et aussi raide dans les argiles vertes. Une réaction du massif qui a été plus ou moins homogène sur toute la partie excavée. On a vu des tassements un peu moins de 2 cm. Donc les tassements ont été maîtrisés, heureusement. Et tout ça pour dire que même dans un contexte urbain, dans un massif déformable, et avec une couverture qui était faible, parce qu'on avait un rapport couverture sur diamètre presque moins que 1, ou de l'ordre de 1, on peut réaliser des tunnels traditionnels avec une méthode en section pleine, avec du bon boulonnage au front ou de parapluie, et des cintres lourdes juste derrière le front. Et pour des longueurs pas longues, c'est le bon choix, je pense. Et le suivi qu'on a pu faire du côté Mairie du Lilas, ça a permis, comme on a dit, de maintenant optimiser de l'autre côté en augmentant le pas d'excavation. Et enfin, pour ce qui est de la rétroanalyse qu'on a commencé à faire, on voit que au niveau calcul, c'est des calculs qui ont été faits avec un comportement bien sûr non drainé des argiles en contrainte totale. Probablement les paramètres, surtout les paramètres de déformation, étaient un peu sécuritaires, mais ces calculs ont donné des ordres de grandeur en termes de déformation et d'effort dans l'instrument qui n'étaient pas si débiles que ça. Mais d'après le Rex qu'on a sur Calmette et maintenant le GC03, on est convaincu que dans ce genre de matériaux, même en 3D, on génère des sous et surpression
et qui ont deux effets. D'un côté, on a un effet positif au niveau du front de taille. Et la succion qu'on génère devant le front va augmenter la stabilité et la raideur du front. Et du côté du tassement, par contre, le tassement, il englobe aussi une partie de tassement due à la consolidation. Donc même, on l'a vu avant pour les gares, même pour les tunnels, l'analyse plus appropriée sera une analyse en contrainte effective, mais bon, elle est un peu plus complexe parce qu'on a d'autres variables qui entrent en jeu, dont la perméabilité, on a quelles sont les pressions interstitielles à l'équilibre, et enfin on a un facteur essentiel, c'est le temps qui entre en jeu, en particulier au niveau de la stabilité du front de taille. Donc, voilà, merci pour votre attention.